Alors bonjour à tous, on va faire le point sur l'actualité et sur les marchés financiers. Bon, au niveau du conflit Iran-États-Unis, on est toujours dans l'impasse. Il y a des échanges de tirs sporadiques entre bateaux américains et bateaux iraniens. Bon, il y a toujours des pourparlers, mais on voit que ça n'aboutit pas trop. Il y a toujours l'ultimatum de Trump, normalement, qui était porté à vendredi soir. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, samedi, il n'y a pas vraiment d'avancement sur la question. Donc on est toujours dans l'impasse et dans le statu quo. Alors maintenant, si on regarde au niveau des marchés, alors je vous rappelle le site qui est dgacycles.com. Donc vous verrez le nom en description pour accéder au site. J'en profite pour vous dire de vous abonner. Bon, vous savez comment ça fonctionne. Vous cliquez sur la cloche et puis sur un petit j'aime, ça me fera plaisir pour l'algorithme. Alors, donc, au niveau de la représentation du Dow Jones sur le long terme, vous voyez, donc là, vous avez la représentation avec la droite de régression. Donc, vous voyez, je la remets. Donc, c'est une droite, comme je le rappelle, à 5,5% par an sur le Dow Jones sur le long terme. Alors, pour rappel, on peut sélectionner différentes périodes de l'historique temporel. Donc, par exemple, on peut cliquer sur entre 90 et 2010, par exemple. Vous voyez, donc vous avez l'historique. Si vous voulez afficher en même temps le SP500, vous cliquez ici sur SP500, tac, et vous aurez les deux, Dow Jones et SP500. Donc c'est en trimestriel, puisque comme on est sur une représentation long terme, on a les valeurs en trimestriel. Voilà, alors, tac, on va enlever la représentation, voilà. Donc juste pour vous dire que j'ai rajouté quelques petites choses, donc notamment au niveau du calendrier. Donc quand vous cliquez ici sur calendrier, vous allez avoir donc une analyse, une projection des anticipations sur le long terme avec une triple temporalité. Donc une temporalité annuelle au travers des cycles présidentiels, une temporalité mensuelle avec l'analyse de la performance moyenne des mois boursiers, notamment au travers du critère RSI. Donc vous l'avez pour 2026, 2027 et 2028, même jusqu'à 2029. Et puis vous avez également une analyse sur les jours boursiers. Il faut savoir qu'effectivement, selon une analyse sur à peu près 10 000 data, entre 1950 et 2023, on sait que le jour le moins bon de la semaine en moyenne, c'est le lundi. Celui qui affiche la meilleure performance, c'est le mardi. Et puis mercredi, jeudi, vendredi sont plutôt neutres en termes de rendement moyen. Voilà. Au niveau des mois boursiers, donc les mois. Alors il faut distinguer la volatilité du rendement moyen pour les mois boursiers au niveau de l'analyse de la saisonnalité. Donc là, c'est une analyse sur le RSI. Donc en fait, on a comptabilisé l'ensemble des épisodes où en fait on avait un RSI qui passait sous les 35 entre 1980 et 2024. Et vous voyez qu'en fait, le mois le plus dangereux, c'est octobre avec 21 épisodes. Le mois d'août, 20 épisodes. Juin également. Donc pour le mois prochain, effectivement, c'est un mois quand même à haut risque statistiquement. Et les mois les plus favorables, donc décembre, juillet, avec assez peu d'épisodes à RSI inférieur à 35. Voilà. Et puis donc en annuel, donc on a également ce qu'on appelle le cycle présidentiel. Donc pour les explications, vous les avez en bas là, dans comprendre le calendrier et au niveau de interprétation des cycles, vous voyez que en fait le cycle présidentiel, ça a été mis en évidence par Yael Hirsch dans Stock Traders Almanac en 1967. Et en fait, il avait remarqué que on avait une cyclicité sur les rendements boursiers en fonction de l'année. Donc l'année en général la plus performante, c'est l'année 3, c'est-à-dire l'année préélectorale, avec 17% en moyenne sur le rendement du SP500. L'année la pire, c'est l'année qu'on est actuellement, c'est l'année des midterms, où on n'a que 4,6% en moyenne statistique sur les 50 dernières années. L'année de l'investiture, bon, c'est une année moyenne, c'est le rendement moyen de la bourse qu'on observe sur le long terme, donc 7,9%. Et puis sur l'année de l'élection, l'année 4,
on est à 7,3%, donc assez neutre pour la première et la quatrième. Et donc troisième année, meilleure année, et deuxième année, pas terrible. Et donc, si on combine en fait ces rendements moyens avec la saisonnalité mensuelle, donc on peut du coup évaluer donc le rendement moyen, donc ajuster des rendements mensuels et des rendements annuels. Donc c'est pour ça qu'on peut en fait établir le rendement moyen, par exemple pour le mois de mai, pour le mois de juin, pour le mois de juillet, et le risque associé en termes d'analyse du RSI, comme je disais tout à l'heure, en fonction de sa probabilité de passer sous les 35. Donc, vous voyez par exemple le mois de mai, c'est un mois qui est assez modéré. Par contre, le mois de juin, c'est un mois qui est relativement dangereux historiquement, puisqu'on a 18 épisodes sous la barre des 35. Voilà, et du coup, je me suis amusé à faire une météo boursière, puisqu'en fait, si on combine le mensuel, l'annuel et le journalier, donc au travers des différents calendriers que je viens de vous donner, on peut établir un calendrier boursier. Alors bon, c'est juste indicatif, hein. Alors ce que j'ai pris comme indice composite, donc j'ai mis 40% de pondération sur la saisonnalité du RSI, donc en mensuel, 40% pour le cycle présidentiel, donc en annuel, et puis une pondération de 20% pour la cyclicité des jours de semaine, jours fériés exclus. Et du coup, bah, ça peut nous donner voilà, une note moyenne. Donc c'est un peu comme les normales saisonnières lorsque vous regardez la météo. Là, on peut faire une normale saisonnière pour les mois boursiers, à titre voilà, juste indicatif en termes de projection. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais montrer. Au niveau des BPA du SP500, donc je vous rappelle, donc là le tableau il vous donne en fait les performances au premier trimestre T1 2026. Et donc la performance pour le trimestriel c'est 34,54 milliards pour par exemple Alphabet, 31,78 milliards pour Microsoft. Et là, en TTM, c'est cumulé sur les 4 trimestres. Donc, c'est en annuel, quoi. Et là, vous avez la variation sur un an. Donc, on voit que, par exemple, Alphabet a augmenté ses bénéfices de 22% sur un an, Microsoft 31%, Apple 26%. Donc, c'est vrai qu'on a une progression qui est stratosphérique sur les bénéfices des big tech, ce qui a justifié les niveaux de valorisation et le rallye boursier du Nasdaq ces dernières semaines suite à la publication des résultats. Donc vous voyez que par exemple sur le top 20, on est à plus 24% en termes de progression des bénéfices. Alors il faut savoir que plus 24%, c'est énorme, hein, puisque la progression moyenne des bénéfices du SP500, c'est 6%. C'est à peu près le même rythme que le rythme de l'économie et du PIB qui progresse en moyenne en nominal de 6% par an. Voilà, et du coup, ben, on peut faire des projections. Donc, je vous rappelle l'équation qui permet de déterminer le SP500, la valeur en projection du SP500, c'est une projection qui tient compte du chiffre d'affaires, des bénéfices par entreprise et du PER, du Price Earning Ratio. Et là, vous avez la représentation du nuage, c'est-à-dire la représentation du PE, donc ici, PE ratio, en fonction des marges nettes sur les 50 dernières années, ou 45 dernières années, puisqu'on démarre de 1987 jusqu'à 2026. Par exemple, ici, si on clique ici, vous voyez, par exemple, au PR du T2 2024, on était à 27 fois les bénéfices pour une marge nette de 10%. Le SP500 au T2 2024 était à 5460 points et le bénéfice par action 195. Donc vous voyez qu'en fait, bon, ben, on peut faire le ratio entre le PER et la marge nette et ça nous donne ce nuage de points sur 150 trimestriels. Et on remarque en fait qu'il y a une droite de régression. Alors là, le point rouge là, c'est comment dire l'historique moyen de la bourse sur les 150 dernières années. Il faut savoir que la marge nette des entreprises cotées aux États-Unis sur la moyenne, c'est 7,5% et le PER moyen, c'est 15. Donc en fait, quand vous divisez le PER par la marge, vous obtenez un coefficient de 200. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Hop.
le PER moyen, enfin le facteur de corrélation entre le PER et la marge nette, c'est PER fois 1 sur la marge, c'est-à-dire 15 sur 7,5%, c'est-à-dire 200. Et donc, comme l'indice c'est PER fois les BPA et que le PER, comme on a dit, c'est K fois la marge nette, on peut en déduire cette relation fondamentale qui est SP500, c'est à peu près 200 fois les bénéfices au carré divisé par chiffre d'affaires. Alors ça, c'est intéressant parce que ce que vous voyez, c'est que quand vous différenciez ça, c'est-à-dire qu'une progression de 10% des bénéfices, ça veut dire une progression de 20% de l'indice. Et donc, à partir des projections FactSet, on peut faire une estimation donc de l'indice SP500 sur les prochains trimestres, puisque en fait, on anticipe une progression de 9 à 10% des BPA sur les prochains trimestres. Et donc, on a un chiffre d'affaires moyen des entreprises qui progresse à peu près de 6% par an. Et du coup, la marge se situerait entre 13 et 13,5. Ça veut dire un PER entre 26 et 27 fois les bénéfices. Et du coup, on peut en déduire donc, la valeur du SP500 projetée sur les trimestres prochains, quoi. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc les ratios, hein, donc là le ratio hors argent actuellement on est à 58,5, donc 62e pourcentile, sachant que ben, vous le savez, le ratio médian est autour de 46, le ratio moyen 51, et si on en déduit le prix implicite de l'argent, ça voudrait dire une once d'argent à 66 dollars l'once, si on tient compte bah, des ratios historiques. Voilà. Sur le pétrole, actuellement, on est hors pétrole. Bon, on est toujours sur des ratios extrêmement élevés, hein, 49,6. Donc on est au 99e pourcentile, extrêmement élevé, sachant que la médiane historique, c'est 16. Donc une once d'or permet d'acheter 16 barils en moyenne. Et donc si on avait un ratio 16 entre le gold et le pétrole, ça voudrait dire un baril à 186 dollars. Donc effectivement, contrairement à ce que les médias racontent, le baril de pétrole est extrêmement bon marché. Et ce qui pourrait expliquer les niveaux de valorisation du Nasdaq actuellement qui sont très élevés, c'est-à-dire que l'énergie, elle est pas du tout pricée à sa juste valeur. Donc si on clique ici sur pétrole, hop, vous allez le voir. Vous voyez donc la courbe en gris, c'est la courbe du pétrole. Vous voyez qu'en fait, elle est quand même en deçà de la droite de régression. Et donc, il est possible qu'on ait un rattrapage des prix du baril dans les prochains mois. Alors, certainement en lien avec le conflit en Iran. Mais voilà, donc on sait que le pétrole est bon marché et que sa juste valeur, ça serait autour de 200, entre 180 et 200 dollars le baril. Les dettes, la dette sur PIB, elle est toujours extrêmement élevée, hein, comme vous pouvez le voir. Hop. On est toujours au dernier pointage, 126% de dette sur PIB, donc les niveaux qu'on avait au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Donc je vous rappelle, si vous voulez avoir l'analyse statistique, vous cliquez sur dette sur PIB ici, hop, et donc ça s'affiche en dessous les ratios. Donc là, vous avez la répartition entre 1900 et 1926 des ratios dette sur PIB. Vous voyez qu'on est vraiment en queue de distribution ici, à 123 à 124%. La médiane historique du ratio dette sur PIB, c'est 53% sur les 126 dernières années. Donc il est probable qu'effectivement, là, vous voyez, depuis 2020 jusqu'à 2026, on est toujours entre 100 et 98e pourcentile, c'est-à-dire entre 130 et 126% de dette sur PIB, ce qui est considérable. Donc le scénario le plus probable, c'est un retour à la moyenne dans les prochaines décennies, par, toujours pareil, hein, par d'évaluation monétaire. C'est toujours ce qui a été le cas, comme on voit, hein, par exemple, entre 1940 et 1970, donc le prix, enfin le ratio de dette sur PIB s'est effondré lié à l'inflation monétaire et à l'inflation tout court, hein, l'expansion monétaire et l'augmentation des salaires en parallèle. Donc il est fort probable que c'est la même chose qui se reproduise ce coup-ci. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour, donc je vous invite à aller voir le site djcycles.com pour avoir des... Ah oui, alors je vous rappelle juste le petit bouton synthèse. Donc la synthèse, en fait, ici, ça vous donne une vue d'ensemble sur tous les paramètres macro. Si vous voulez donc les paramètres macro, vous cliquez
donc sur macro qui est ici. Donc là, vous avez macro, vous cliquez dessus et vous avez donc le chômage. Donc si on regarde le chômage actuellement, on est à 4,2%, 4,2 pour la médiane elle est à 5,4 et la moyenne à 6,4. Donc on est un petit peu en dessous des moyennes historiques. Donc c'est pour ça qu'on est au 28e pourcentile. Donc le chômage est modéré. L'inflation, on est pile dans la médiane. La médiane, elle est à 2,9% et on est à 2,9%. Donc on est au 52e pourcentile. Les taux fédéraux, le taux de la Fed, ils sont à 3,3%. La médiane est à 3,5%. Donc on est à peu près nominal sur tous les indices macroéconomiques. Le seul qui est vraiment hors norme, c'est l'impôt sur les sociétés, puisqu'on n'est qu'à 21%. Je vais vous le représenter, l'impôt sur les sociétés. Tac, impôt sur les sociétés en vert, vous voyez. Historiquement, on est plutôt autour des 71, on est 5,48%, 35% en 98, et là on est vraiment 21%, donc on est très faible. Donc on est au 34e pourcentile. Donc ça c'est une anomalie historique hein, qui certainement sera corrigée lors de la prochaine récession. Donc par du QE et par une augmentation des impôts. C'est un peu les deux mamelles de l'État, hein, l'impôt et l'inflation, c'est comme ça qu'ils résorbent les crises historiquement. Et donc je te rappelle, donc la synthèse en fait, elle vous récapitule tout ça. Donc vous avez donc par thématique, macro, monétaire, marché, énergie, et puis les perspectives là à la fin. Donc vous avez donc la synthèse macroéconomique et des marchés boursiers. Et si vous voulez avoir les autres scénarios, bah, vous cliquez ici, tac, afficher les scénarios alternatifs. Et vous voyez que bon, bah, les autres scénarios, par exemple le scénario 2, plateau euphorique, évaluation extrême, il est indexé à 89%, c'est-à-dire qu'il a moins de probabilité, mais bon, il y a une bonne probabilité quand même. Donc vous pouvez regarder par thématique, c'est-à-dire l'énergie, les matières premières, la dette, et puis les analogies historiques. Voilà, allez, je vous laisse, à une prochaine.